Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Licence physique, chimie, sciences de l'ingénieur. C'est très bien, j'ai un élève qui suit une licence, vous aurez peut-être pas la même fac, mais j'ai un élève qui suit ce parcours, avec qui j'ai des cours particuliers. C'est une très bonne licence. J'ai eu l'occasion d'avoir un petit aperçu de ces cours, c'est très bien. T'es en terminale, c'est ça? Coucou les amis. Bon, on va démarrer très très vite aujourd'hui. Je veux bien qu'on puisse avancer le plus possible. Donc on démarre par la mécanique aujourd'hui. T'es en L1 PCSI. Ok, mais du coup, pourquoi tu veux faire... Ah, t'es en L1 PCSI. Ok, d'accord. Ah oui, mais du coup, c'est dangereux de me demander. Imagine, je t'avais dit que c'était le truc le plus nul et tout. T'aurais fait quoi, genre? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, des conseils pour réussir en chimie parce que je suis fort en physique, mais éclaté en chimie. Ah, ça dépend, hein, ça dépend. Moi, j'avoue, quand j'étais en prépa, je préférais... bon, je préférais la chimie. J'étais plus chaud en chimie, on va dire, de façon générale. Mais après, c'était plus court, donc j'avais plus le temps de bosser la chimie. Enfin, en termes de volume, du coup, c'était un petit peu plus simple, vu qu'il y avait moins de choses à faire. J'avais quelques structures cristallines, un peu de chimie orga, mais ça volait un peu de mésomérie aussi, mais ça volait pas plus haut que ça. C'est ton sujet de l'année dernière. Ouais, on va le corriger parce que ça commence à chauffer en termes là. Ok, mais du coup, pour réussir en chimie, oh, ça dépend des matières, c'est vraiment très spécifique, hein. Ça dépend, par exemple, tu vois, si je sais pas moi, tu galères en chimie orga, tu vois, je vais pas te donner les mêmes conseils si tu galères en chimie orga que si tu galères en cinétique, par exemple. Parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes chapitres. En chimie orga, par exemple, bah, je te dirais, ok, bah déjà, faut que tu connaisses ton tableau périodique, faut que tu connaisses tes numéros atomiques, faut que tu connaisses tes schémas de Lewis. Euh, faut que tu connaisses les familles principales, on va dire, donc un acide carboxylique, un ester, qu'est-ce que c'est? Faut que tu connaisses les techniques principales, hydrodistillation, estérification, hydrolyse. Tu vois, ce sera plutôt de la chimie orga. Bon, faut que tu saches globalement aussi comment fonctionne une combustion. Faut que tu connaisses à peu près, il y a quelques protocoles que tu dois connaître. Par contre, tu vois, si tu galères en cinétique, bah, c'est pas les mêmes conseils que je vais te donner. Parce que la cinétique, bah, c'est plus qu'il faut maîtriser, on va dire, tout ce qui est processus réactionnel. Donc, faut que tu saches équilibrer des réactions, écrire des réactions. Faut que tu sois bon sur la partie maths. Il faut que tu aies un bon niveau en maths parce que tu vas faire des équations différentielles, des tracés de courbes, manipuler des logarithmes, des exponentielles, sans forcément, même si tu n'as pas de connaissance poussée du tableau périodique, tu n'en as quasiment pas besoin parce que là, c'est plus comme si tu faisais des maths, quoi. Tu vois, donc c'est pas, ça dépend vraiment sur quoi tu galères en chimie, en fait. Des exercices type contrôle. Amine, toi, t'es en sup maintenant, là. Si t'es en sup, tu peux checker sur Sudoku, c'est pas mal. Ah, ok, c'est pas le même Amine. Ok, d'accord. Parce que j'ai eu plusieurs Amines l'année dernière, donc du coup, je pensais que... Ok, où est-ce que tu peux trouver des exercices type contrôle? Bah, sur... tu vois, là, tu as 110 exercices pour avoir 20 sur 20 au bac de maths. Bah, là, tu vas avoir des exercices type contrôle. Donc, c'est les masterfish exercices. Tu vas avoir tous les exercices que tu es susceptible d'avoir en contrôle. Sur tous les chapitres, que ce soit sur les suites, la géométrie, la proba. Bah, là-dessus, tu vas trouver un condensé de tous les exos qui sont tombés sur les 20 dernières années. Donc, forcément, bah, tu vas trouver quasi tout ce que tu es susceptible d'avoir en contrôle, quoi. Ouais, si tu veux, tu m'envoies ta copie, je vais regarder, hein, pas de souci. Ok les amis, donc on va pas tarder à démarrer. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-moi vos questions dans le chat. Donc je vous rappelle juste hein, que c'est toujours possible pour vous. Je vois qu'il y en a qui posaient la question.
de prendre vos master fiches exercices. Alors, on a changé un petit peu de format. Donc, pour ceux qui ont déjà pris, vous inquiétez pas, c'est le même format. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu, qui n'ont pas pu avoir leurs extraits, donc en physique-chimie, vous pouvez désormais télécharger vos fiches contenant les 224 questions pour avoir 20 sur 20 au bac de physique. Donc vous allez trouver le lien en bio, donc c'est grosso modo toutes les questions que vous devez savoir faire sur tous les chapitres avec les corrigés détaillés. Voilà, donc faut pas chercher plus loin. Quel que soit le chapitre que vous faites, bah, vous avez la liste des questions corrigées avec voilà, des mini-exercices, des applications, des remarques, etc. Et en maths, c'est pareil. Vous avez 110 exercices qui vont porter sur tous les chapitres. Certains sont plus lents, certains sont plus courts, mais c'est vraiment, ça contient vraiment toutes les typologies de questions qu'on peut vous poser, des plus simples aux plus compliquées. Donc pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, avoir un outil pour savoir exactement ce qu'on peut vous demander en contrôle, en DS ou au bac blanc, donc voilà, vous pouvez prendre ces contenus. Ok. Donc du coup, on va faire l'exercice 3 ici. Alors Jade, ça sert à quoi de faire des sujets de bac alors qu'on a fait 2 chapitres? Bah, là, on est en train de faire un exercice qui va porter par exemple sur la mécanique, tu vois. Donc même si tu n'as fait que 2 chapitres, et bah, si tu as fait la mécanique, bah, ça, tu peux l'avoir en contrôle. Je ne vois pas du tout où est le problème. Ou alors ta question, c'était... ou alors tu avais une autre question. T'as fait quoi comme cursus? Alors moi, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire en PCSI et en PSI. Ensuite, j'ai passé des concours aux grandes écoles. J'ai intégré une école qui est actuellement dans le top 5 des meilleures écoles d'ingénieurs de France. Et donc, j'en suis sorti avec des colorations en informatique et en génie industriel. Donc, je suis ingénieur en génie industriel informatique. Donc, tout ce qui va être ERP, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un ERP, mais grosso modo, dans le monde industriel, avec une grosse touche informatique. J'ai plus le droit de donner mon école en live, mais bon voilà, c'est suffisant que vous sachiez c'est une école du top 5, vous n'avez pas forcément besoin de savoir, parce qu'il y en a en plus qui vont se dire qu'ils n'ont pas réussi s'ils vont pas dans la même école que moi, mais voilà. Mais voilà, vous avez mon parcours de façon générale. Donc dans la vraie vie, je suis consultant informatique. Je suis consultant informatique et prof particulier depuis 7 ans. Voilà. Bah Jade, parce que bah ça fait 7 ans que je suis prof particulier, donc je suis habitué à aider les élèves en fait. Donc j'ai commencé à donner des cours particuliers. Bon, alors c'était plutôt la terminale, hein. J'accompagnais plutôt les élèves qui passaient le bac en terminale. Puis après, j'ai commencé à donner des cours au lycée de façon générale parce que du coup, je me suis rendu compte que bah, quand je prenais certains élèves en terminale, il y avait déjà beaucoup trop de dégâts. En gros, bah, ils avaient trop de lacunes en fait de la première, parfois de la seconde. Donc j'ai commencé à prendre des élèves un petit peu plus tôt. À partir de la première, et puis à partir de la première, en fait, je les accompagne en fait jusqu'à la terminale et après je les prends en sup, parfois même jusqu'en spé. Donc j'ai des élèves que j'ai suivis comme ça. Actuellement j'ai un élève qui est dans mon école, il a intégré mon école cette année. Donc lui du coup je l'ai eu en première, puis je l'ai suivi toute l'année de terminale. Je l'ai suivi en sup, donc j'allais lui donner des cours carrément à la fac parce qu'il était en parcours, comment ça s'appelle là, les prépas intégrés dans les facs. Puis après, j'ai discuté avec lui en spé. Je l'ai suivi sur certains projets qu'il avait. Et maintenant, il est en école d'ingénieur. Pareil, j'en ai un autre aussi que j'ai pris comme ça. Alors lui, je l'ai plus pris en terminale, je l'ai pris en sup, puis je l'ai pris en spé sur sa dernière année de prépa intégrée. Mais c'est vrai que je préfère prendre des élèves un petit peu plus tôt parce que ça me fait plaisir d'accompagner les élèves en fait sur une longue période. Ça permet vraiment de les voir progresser, quoi. Donc c'est plutôt sympathique. C'est plus gratifiant, c'est plus intéressant parce que je peux vraiment faire progresser les élèves. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, les amis. Donc pour ceux qui ont bientôt des contrôles de mécanique,
Donc du coup, on va faire un peu de mécanique ce soir, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, voilà, vous pouvez me les exposer. Pensez aussi à liker le live, hein, les amis. Pensez à liker le live, partager. Ça dépend si vous êtes motivé, Nono. Alors la sup et l'aspect, pour l'instant, j'ai plus des élèves en cours particulier. J'ai des élèves en médecine actuellement. J'ai des élèves en médecine, donc on a commencé à faire des cours de chimie orga parce que là, pour ceux qui sont, on passe, ça doit tracer là, ça doit tracer. J'ai une élève que je suivais l'année dernière qui maintenant est en médecine. Elle est venue me voir et m'a dit le programme il est infaisable. En 2 semaines, ils avaient bouclé toute la chimie orga, donc forcément c'est un petit peu compliqué de suivre. Donc moi je reprends derrière les cours pour ceux qui s'en passent. Bah comme ça, voilà, je vous réexplique le cours, je refais les exos avec vous, etc. Et puis j'ai un élève aussi en physique que je prends en physique du coup de sup. Donc avec qui on fait de l'élec, on fait de l'optique, bon, on fait tout le programme de sup. J'ai aussi des élèves en maths, en sup du coup. Donc avec qui on fait du programme de sup, mais c'est plus en cours particulier parce que bah, sur le live, j'ai pas vu forcément d'élèves en sup qui étaient très déter. Voilà, il y a plus des élèves de terminale, donc du coup bah, je suis plus focus là-dessus. Mais pour ceux qui veulent des cours particuliers, que je vous accompagne de façon ponctuelle ou tout au long de l'année, n'hésitez pas à réserver vos créneaux, vos cours particuliers. Et simple répète, ils ont bouclé tout le programme de maths jusqu'à la L3, c'est fou. Comment entrer en école d'ingénieur? Alors ça dépend. Moi, je vais parler spécifiquement hein, pour la voie en France. Donc en France, tu as plusieurs parcours. En gros, le plus rapide, c'est que tu as des admissions post-bac. Donc juste après la terminale, en gros, tu passes des concours qu'on appelle des concours post-bac qui te permettent d'intégrer des écoles d'ingénieurs sur un cycle de 5 ans. Donc ça veut dire en gros que quand tu vas intégrer cette école d'ingénieur-là, euh, tu auras 5 ans en fait, d'accord? Donc tu passes des concours style Polytech ou encore concours à venir. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait concours Advance. J'ai accompagné certains élèves là-dessus, je sais plus si ça existe encore, mais voilà, tu as t'as cette première voie. Ensuite, deuxième possibilité, c'est les classes préparatoires. Alors les classes préparatoires, c'est un peu la voie royale pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs aujourd'hui en France. Moi, par exemple, mon école elle est dans le top 5, mais l'une des voies principales pour y accéder, de façon générale, toutes les écoles du top 5, voire même du top 10 des meilleures écoles d'ingénieurs en France, c'est via une classe préparatoire. C'est via une classe préparatoire et comment ça se passe? Bah, tu as 2 ans en fait après le bac, donc tu fais une première année, puis une deuxième année qui est un petit peu plus spécialisée. Tu passes ensuite des concours. Qui dit concours dit nombre de places limitées. Donc vous êtes des centaines, voire des milliers en fonction des concours à vous battre bah, pour quelques places dans les écoles. Donc c'est des groupements, des conglomérats entre guillemets d'écoles en général. Donc après ces 2 ans, tu passes les concours, tu intègres une école d'ingénieur, là pour un cycle de 3 ans pour un cycle de 3 ans et après quand t'as fini bah voilà du coup tu fais ton école en 3 ans quoi comme moi j'ai fait ou la troisième voie qui est possible, c'est via une passerelle licence école d'ingénieur. Donc en gros, tu peux en fait, tu peux faire une licence, par exemple en physique, une licence en chimie, une licence en maths, et une fois que tu es en troisième année, donc la dernière année de ta licence, eh ben, tu as des concours qui sont spécifiques à la licence pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Donc en gros, tu vas avoir comment on appelle ça? Tu vas avoir un certain nombre de places en fait pour les personnes qui viennent de licence. Alors le seul défaut, c'est que du coup, tu es obligé de faire d'abord ta troisième année et quand tu passes le concours, eh ben, tu reprends les 3 ans d'école d'ingénieur. Ce qui fait que du coup, bah, tu vas perdre entre guillemets un an. Bon, voilà, tu as quand même une licence, mais du coup, tu es obligé de refaire les 3 ans en école d'ingé. Donc moi, quand j'étais en école, bah, j'avais beaucoup de potes en fait qui étaient issus de licence. Mais ça peut avoir un avantage parce que si tu as fait une licence en informatique et que tu intègres une école d'ingénieur informatique, bah, tu seras beaucoup plus tu intègres une école d'ingénieur informatique, bah, tu seras beaucoup plus spécialisé. Pardon, je disais, donc tu seras beaucoup plus
spécialisé, beaucoup plus pointu que les élèves qui ont fait des classes préparatoires. Parce que moi, par exemple, j'avais un pote, il avait une double licence en maths info. Et nous, on avait fait 2 ans de prépa, même si on était très chaud, il nous fumait largement en informatique en fait, parce que il avait une licence, donc forcément, il allait 3 fois plus vite. Il connaissait plein de trucs. Là où nous, on a dû apprendre encore plein de choses. Bon, c'est vrai qu'en physique, hein, on l'éclatait de loin parce qu'il avait fait 3 ans sans faire de physique. Mais voilà, sur l'école d'ingénieur, les 3 ans, en général, c'est que la première année qui est une année de tronc commun. Donc ça va. Voilà, tu peux galérer un petit peu en première année, mais après en deuxième, en troisième année, voire en quatrième année, euh, tu te spécialises. Donc ça va, c'est un petit peu plus simple. C'est dur la chimie organique, on passe, ça dépend de ce que tu as fait en terminale. Si tu as un très bon niveau en chimie organique en terminale, normalement ça il n'y a pas de grandes difficultés. Tu as des concepts en plus, par exemple tu fais de la mésomérie, tu pousses un petit peu l'isomérie, mais c'est des concepts que tu vois déjà plus ou moins en terminale. Et ensuite au niveau on va dire, famille, bon, normalement, c'est des trucs que tu vois en terminale, des amides, voire en fin de première. Donc voilà, sur ce point-là, ça va. Après, tu as quelques analogies électroniques. Enfin électriques, on va dire, mais ça va. Si tu as suivi un peu l'élec, bon, tu es capable de t'en sortir. Mais voilà, honnêtement, si tu as un très très bon niveau en chimie orga, normalement, tu devrais bien t'en sortir. Après, voilà, faut quand même avoir le cerveau qui va vite, quoi. Parce que, en fait, la difficulté, c'est pas tant le contenu. La difficulté, c'est que là, par exemple, je dis, j'ai une élève, en 2 semaines, ils ont enchaîné tout le programme de chimie orga. Et quand je dis tout le programme de chimie orga, ça veut dire qu'ils ont fait tout ce qu'on fait en première, tout ce qu'on fait en terminale, plus 3 ou 4 chapitres en fait qu'on voit pas du tout en terminale et qui sont pas forcément des trucs évidents, mais c'est fait en 2 semaines quoi. Donc le truc c'est que bon voilà, faut vraiment s'accrocher. C'est ça, en gros quoi. Aujourd'hui, alors on va faire un peu de physique. Je voulais bien corriger un exercice que j'avais laissé la dernière fois. Pensez à liker hein, les amis, j'ai le live qui bug à mort là. Pensez à liker, partager, laissez des commentaires, faites un petit coucou, etc. Parce que là, je ne peux quasiment pas travailler, j'ai le live qui bug. Donc je verrai peut-être pas certains commentaires. Oula. Prenez un peu de temps pour liker parce que là, du coup, sur mon écran, c'est complètement buggé. Donc là, on est en train de faire... le but, les amis, c'est que là, je voulais bien faire un peu de physique avec vous. Donc on allait corriger cet exercice, à part si vous voulez faire autre chose. Et la première année, elle m'a mis une claque par rapport au lycée. En quelle matière? De façon générale, tu veux dire? Après, le rythme de travail est pas du tout le même, hein, ça c'est vrai. Ok, merci pour les likes, les amis, c'est un petit peu mieux là. Ok. Bon, du coup, les amis, on travaille. Donc là, moi, j'ai prévu un petit exo de mécanique parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont commencé par ça. Ça vous va si on le corrige, après on passe à autre chose? Ou est-ce que, voilà, vous voulez plutôt faire autre chose? Après, j'ai pas prévu de faire trop de temps de correction, donc je vais le corriger assez rapidement parce que pour ceux qui ont fait le chapitre, vous êtes au point. J'espère que vous êtes au point. Pour ceux qui sont pas au point, vous allez retrouver dans les 224 questions pour avoir 20 sur 20 au bac de physique, vous allez retrouver toutes les questions que vous devez savoir faire sur la mécanique, dont toutes celles-là en fait. Hein. Ok, nous on a commencé par la partie chimie. Est-ce qu'il y en a ici qui ont commencé par la partie physique? Là, vous avez commencé à faire la partie physique ou pas? Je sais que dernièrement, j'avais donné ça comme exo. Méthode physique d'analyse. Ok, vous êtes... Ok, il y a Enzo qui a fait un peu de méca. Oui, Mélanie, pour ceux qui ont déjà pris les fiches sous l'ancien format, c'est exactement la même chose. Hein, donc vous perturbez pas. Hein. Les 224 questions, par exemple, pour le bac de physique-chimie, elles sont toujours réparties en fait en 6 fiches et les 110 exercices en maths, ils sont répartis en 5 fiches sur tous les chapitres. Ok, en fait, diffraction et interférence. Ok.
Tac, tac, tac. Ok, donc vous avez plus fait la chimie. Ok. Ben, je vais juste corriger rapidement cet exo, au moins pour Enzo qui a contrôle mardi pro. Et ensuite, on pourra faire un peu de chimie. Je pourrais prendre des questions aussi, ok. Si on a aussi, si vous voulez faire des maths, n'hésitez pas. J'aime bien les maths. Donc ici, alors Enzo, donc je bosse avec toi. Donc on est parti. Donc ici, l'exercice, c'est l'homme canon. Alors franchement, on va se passer de toute la lecture. Hein. On va juste surligner directement les infos importantes ici. Donc il semble qu'on nous parle d'un saut record ici, donc avec une portée de 56,64. On nous parle des dispositifs de sécurité qui ne mesurent pas plus de 15 mètres là, sur 7. Donc là, je prends que les valeurs numériques. Hein. On a une masse totale de 80 kg. Donc le système qui assimile à un point matériel n'est soumis qu'à son poids P. Ok, on est en chute libre. Le filet de protection, bon, il est ici hein, situé à une hauteur H. Très bien. L'angle alpha 45 degrés, V0 31, H au début 8, intensité d'apesanteur, voilà. Ok, bon, donc c'est assez classique, hein, donc on va enchaîner rapidement. On nous dit exprimer l'énergie mécanique du système à la date t égale 0, ici en fonction de sa masse m, de l'altitude h et de sa vitesse initiale. Donc là, on est parti, bon, je vais le faire, je l'écris ici. Hein. Donc l'énergie, oula, c'est assez gros. Tac. Donc ici, la première question, donc l'énergie mécanique initiale, c'est l'énergie cinétique initiale, plus l'énergie potentielle de pesanteur initiale. Ici, donc l'énergie cinétique initiale n'est autre que 1/2 de mv0 carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur initiale qui va donc correspondre à mgh. Donc ça ne devrait pas poser de difficulté. 2. À l'aide d'un raisonnement énergétique, déterminer la vitesse du système à l'arrivée dans le filet. Donc là, une fois de plus, ça ne devrait pas poser de difficulté, puisque en gros, on a la trajectoire qui est ici, et on nous dit en arrivant sur le filet de protection, c'est-à-dire à une hauteur h égale 8 mètres. Étant donné qu'on est dans le cadre d'une chute libre, parce qu'on nous dit ici que le poids est la seule force, on est dans le cas d'une chute libre, donc on a conservation de l'énergie mécanique, puisque le poids est une force conservative. Donc l'énergie mécanique au début est égale à l'énergie mécanique à l'instant TS, on va l'appeler comme ça, qui est l'instant avant d'arriver au niveau du filet de protection. Ce qui signifie que l'énergie mécanique à l'instant TS, eh ben, elle est égale à cette expression que nous avons trouvée. Donc, plus qu'à exprimer l'énergie mécanique à l'instant TS en fonction de la vitesse ici qu'on va appeler VS et de la hauteur H. En d'autres termes, ici, l'énergie mécanique à l'instant TS sera égale à 1/2 de m VS au carré, donc qui est l'énergie cinétique ici à l'instant TS, plus l'énergie potentielle de pesanteur, qui est donc mg petit h. Et donc, on a dit ici que l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique se conserve. Donc, on a l'énergie mécanique à l'instant TS, qui est égale à 1/2 de ce que nous avons écrit au-dessus avec les notations que nous avons introduites. Ça, c'est égal à l'énergie mécanique initiale que nous avons exprimée comme ceci. On simplifie les masses de part et d'autre. Hop, 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 hop. Donc, il nous reste... Allez, je vais même tout multiplier par 2 tant qu'à faire. Donc je multiplie tout ça par 2 également. Donc à partir de là, je vous laisse faire. Hein. À partir de là, normalement, vous savez faire. Donc je multiplie tout par 2. Donc on se retrouve avec VS carré plus 2GH qui est égal à V0 carré plus 2G grand H. Et on peut donc exprimer VS ici comme racine carrée de V0 carré. Alors je vais factoriser directement 2G grand H moins petit h. Ce qui devrait correspondre à un truc comme ça, ok? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que vous aurez, enfin, une fois que vous avez écrit la conservation là, je vous fais confiance pour déterminer VS. Là, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de problème à partir de ce niveau-là, ok? Donc, n'hésitez pas, je vais un peu vite, mais là, on est au début. Normalement, il n'y a pas de difficulté.
Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça veut dire quand l'énergie mécanique se conserve. Alors, l'énergie mécanique se conserve lorsque tu es en présence de forces conservatives. Alors, en terminale, on admet sans démonstration que le poids est une force conservative. Donc, lorsque tu es dans le cas d'une chute libre, la chute libre, c'est un mouvement dans lequel le poids est la seule force qui s'applique. Le poids étant une force conservative, et ben, d'après ce que je viens de dire, l'énergie mécanique se conserve puisque on est uniquement en présence du poids et donc on est en présence uniquement de forces conservatives. Ce qui signifie que l'énergie mécanique ici au début, eh ben, elle est égale à l'énergie mécanique ici. Ok. Oui, je fais des cours particuliers. Pour ceux qui veulent des cours particuliers, faites-moi juste vous m'écrivez une box en fait. Vous m'écrivez, actuellement j'ai 3 élèves en sup en cours particulier. D'ailleurs, les subs ont l'air d'avoir un petit peu plus de galères que les terminales. Les terminales, en général, c'est juste qu'ils attendent 2-3 mois avant le bac pour bien se rendre compte qu'ils sont en galère. Moi, ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop quand j'ai des élèves en fait qui viennent 2-3 mois avant le bac et en fait qui sont déjà trop en galère et qui espèrent en fait que je suis magicien et que en fait je vais pouvoir, alors qu'ils n'ont pas travaillé toute l'année, en fait leur permettre d'avoir 18 sur 20 au bac. Ça, c'est pas possible. Donc si vous vous rendez compte que vous avez des difficultés, déjà assistez à tous les lives le plus possible et puis prenez des cours particuliers maintenant. Faut pas attendre en fait que vous ayez trop de difficultés, parce que si vous arrivez, j'ai des élèves des fois qui viennent me voir 2 mois avant le bac, ils n'ont jamais dépassé les 5 de moyenne. À ce moment-là, franchement, bon, alors il y en a l'année dernière grâce au Masterfiche exercice que vous pouvez aussi prendre maintenant en cliquant sur le lien en bio, mais vraiment ils ont dû travailler d'arrache-pied, qui ont pu valider leur année. Mais vraiment, ce que je vous recommande, c'est prenez les cours particuliers le plus tôt possible, prenez vos fiches le plus tôt possible. Ah, moi j'ai réussi à avoir 18 au bac avec toi sur le sujet de GG, ça fait plaisir ça. Ah, ça régale. Ça régale, c'est bien, je suis content. Ok les amis, mais prenez, voilà, faut s'y prendre le plus tôt possible. Bientôt, j'aurai plus de créneaux. Voilà, vous pouvez soit vous me faites un inbox, soit vous pouvez prendre des cours directement sur le lien en bio. Vous cliquez sur le lien en bio, vous allez sur l'option cours particulier. Là, j'ai mis plein de créneaux, donc voilà, vous sélectionnez le jour que vous voulez. Si vous voulez un cours, si vous voulez 3 cours, enfin, vous sélectionnez vos jours, vous me bloquez dans mon agenda. Voilà, comme ça, je peux avoir des cours. Si vous voulez d'abord me poser des questions avant de savoir si je peux vous donner cours ou comment vous donner cours, etc. Vous avez des demandes particulières, vous me faites un message inbox le plus vite possible. Ok, mais agissez le plus vite possible, parce que quand j'aurai plus de créneaux, en fait. Ah oui, tu as commencé à faire des changements de base après, j'ai envie de dire, tu peux faire en maths comme en physique. C'est en quoi du coup que tu as fait des changements de base? Ok les amis, donc là, je vais continuer rapidement l'exercice, je prends vos questions aussi. Donc là, alors j'avais vu une question, c'est quoi les différences pour équilibrer oxydoréduction et acide-base? Alors c'est très très différent. Très très rapidement, pour tout ce qui est oxydoréduction, alors je vais te montrer un aperçu. Je pense que c'est ici. Alors il y a une méthode, en fait la méthodologie n'est pas la même. Alors acide-base, en termes, pour équilibrer, il n'y a pas vraiment pas grand chose à faire. En général, il faut juste bien identifier les couples et puis ça se joue grosso modo sur les coefficients stoichiométriques, du moins en terminale, d'accord. On va pas beaucoup plus loin que ça. Par contre, oxydoréduction, voilà, donc c'est ici, je vais te montrer la différence principale. Donc ici, quand tu veux faire alors, on était... Check. Mince. Voilà, c'est ici. Donc ici, tac, alors voilà, l'oxydoréduction. Ici, donc là, je me mets dans la fiche exercice 4 pour te montrer, tu as une méthodologie. Donc la méthodologie pour équilibrer en oxydoréduction, elle est ici. D'accord? Donc tu as toute une méthodologie où tu commences par équilibrer les espèces chimiques, où tu équilibres l'oxygène en rajoutant des molécules d'eau, où tu équilibres l'hydrogène en ajoutant des ions H+. Alors on est en milieu acide. Hein. Si tu es en terminale, c'est 99% des cas. Donc on se pose même pas la question. Pour ceux qui sont en chimie, vous prenez ce que je dis avec des guillemets parce que vous pouvez équilibrer aussi en milieu basique. Ok?
Donc voilà, donc grosso modo, tu as cette méthodologie que j'explique juste en dessous avec exemple à l'appui pour équilibrer en cas d'oxydoréduction. Donc ça, c'est fiche exercice 4. Donc ça correspond à la question numéro 40 des 224 questions pour avoir 20 sur 20 au bac de physique-chimie. Donc il faut absolument savoir la faire, surtout lorsque vous allez travailler avec des piles et l'électrolyse. Il faudra absolument savoir équilibrer les équations d'oxydoréduction. Sinon, vous êtes foutu sur ces exercices-là parce que si vous équilibrez mal votre équation, bah vous serez pas, enfin vous allez fausser les calculs de quantité d'électricité et tout le reste, faut même pas espérer trouver. Vous pouvez sortir de là, vraiment, si vous avez 1 point sur 5, c'est que vraiment vous avez bien rédigé et puis le prof voulait pas vous mettre 0, ok? Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux, la question 40 ici. Et puis pour les acides bases, comme j'ai dit, bon, acides bases, en gros, il faut juste bien écrire les couples. Et une fois que tu écris bien les couples, c'est juste un transfert de protons H+, donc il n'y a pas trop de difficultés. Le problème avec l'oxydoréduction, c'est que c'est plutôt un échange d'électrons. Donc en termes, quand tu veux équilibrer, c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est du niveau, là, je parle pour le niveau terminal, mais c'est la même chose. Pour ceux qui font de la chimie dans le supérieur, vous avez exactement la même chose. Ok, pour ceux qui demandent où est-ce que vous pouvez trouver les 224 questions à ça pour avoir 20 sur 20 au bac de physique, donc c'est l'équivalent des masterfiche exercices, le lien se trouve en bio, les amis. Si on a 2 Cl, on a une ou deux charges négatives. Alors tu as 2 ions chlorure, donc l'atome, enfin l'ion n'a qu'une seule charge, mais dans le cas d'une équation, vu que tu as 2 ions, donc tu as 2 charges négatives en fait. C'est comme si en fait tu avais Cl- plus Cl-, quoi. Donc tu as une charge ici et une charge là. Ok, donc parenthèse que j'ouvre et je ferme. Alors l'ajustement des coefficients stoichiométriques, ça date ça, hein. Seconde, je sais pas, peut-être même qu'on en fait en troisième, je sais plus. Mais il faut bien savoir le faire, hein. Ok, donc les amis, donc là on a fait la question 1, la question 2. On nous dit représenter sur votre copie, sans souci d'échelle, l'évolution des énergies cinétiques, potentielles de pesanteur et mécanique au cours du vol. Donc là, ici, on va simplement se baser sur les expressions. Donc l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m V carré, l'énergie potentielle c'est MGH, et vous savez que la somme des deux est constante. Donc ça veut dire grosso modo que ici, vous faites un diagramme où vous avez l'énergie ici en joules. Ici, on vous demande de représenter au cours du temps, oui c'est ça, au cours du temps, ou en fonction de la position, bon, on va représenter au cours du temps. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'au début, vous avez une vitesse initiale V0, donc il faudra la calculer. Alors, supposons par exemple que l'énergie cinétique initiale soit ici, et supposons que l'énergie potentielle de pesanteur initiale soit ici. Ça veut dire que vous aurez en fait votre énergie mécanique qui est la somme des deux qui sera ici. D'accord? Et ensuite, vous suivez le parcours du mouvement. Donc, le plus simple, c'est que vous regardez d'abord l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, en fait, elle est proportionnelle à la hauteur, puisque c'est MGH. Donc, plus j'ai le système qui est placé à une position élevée, et plus l'énergie potentielle de pesanteur est importante. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce niveau qui est ici, vous allez avoir l'énergie potentielle qui aura tendance à augmenter. D'accord? Donc vous aurez l'énergie potentielle qui va plutôt augmenter. Et si votre énergie potentielle augmente, votre énergie cinétique ici, elle doit diminuer, de façon à ce que la somme ici reste toujours constante. D'accord? Si ici j'augmente, ici je diminue. Donc ensuite, bon voilà, on va vraiment représenter à main levée. Ensuite, ici, vous allez arriver à un niveau où vous allez avoir la hauteur qui va diminuer. Donc ensuite, bon, vous allez avoir l'énergie potentielle de pesanteur qui va diminuer. Et si vous arrivez, alors la hauteur initiale vaut 8 mètres, donc ça veut dire qu'on va arriver au même niveau ici à la fin, attention, hein. Donc le niveau ici va être le même à la fin. Donc l'énergie cinétique, elle va suivre en fait l'allure de façon inverse de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc je réitère, la hauteur augmente au début, donc l'énergie potentielle augmente, puis la hauteur diminue jusqu'à atteindre le niveau de la hauteur initiale, donc l'énergie potentielle de pesanteur diminue jusqu'à retrouver son niveau initial. Et l'énergie cinétique, en fait, varie de façon inverse, d'accord, de façon à ce que l'énergie mécanique soit toujours constante ici, grosso modo. Oui, Rayad, il faut que tu actualises, en fait. J'ai fait une petite manip sur tes fiches. Sors juste de ton dossier, en fait, et reviens. Normalement, ça devrait être bon. D'accord? Tu sors juste de ton dossier, tu reviens, normalement, c'est bon.
N'hésite pas à me dire si c'est OK du coup. Alors, elles ne sont pas inversement proportionnelles, Warren. En fait, ce qui se passe ici, c'est que la somme des deux est constante. D'accord? La somme des deux est constante, en fait. Donc, ça veut dire que si l'énergie cinétique augmente, étant donné que la somme des deux doit rester constante, ben, ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur doit diminuer, en fait. Okay, et doit diminuer de la même valeur. Parce qu'en gros, ici, si ça vaut 3 et ici, ça vaut 7, ça veut dire que l'énergie mécanique vaut 10. Donc l'énergie mécanique doit toujours valoir 10. Autrement dit, si ton énergie cinétique passe à 4, bah, ton énergie potentielle de pesanteur doit, elle, passer à 10. Ok, guys? Donc sur tout ce qui est énergétique, là, c'est des questions très très classiques que vous allez retrouver dans quasiment voilà, enfin tous vos DS qui vont porter sur l'énergétique, et ça, faut vraiment bien savoir faire. L'année dernière, regardez, il y avait eu aussi, donc qu'on va retrouver là, il y avait eu des questions assez similaires, d'accord? Analyser des courbes d'énergie cinétique, d'énergie potentielle. Donc ça, c'est la question 38 sur les 224 questions à savoir faire par cœur, ok? Donc les définitions ici, il faut vraiment se rappeler de tout ça. Et il y a vraiment beaucoup de questions. La question 37, d'ailleurs, aussi porte là-dessus, ok? Donc vraiment, à partir des questions 37, 38, 39, 40, ça c'est des questions qui vont porter sur l'énergétique, c'est des points à aller chercher, ok? C'est des questions qu'il faut savoir traiter. Donc procurez-vous vraiment la liste de ces questions-là et puis bossez-les à fond. L'année dernière, c'était des points gratuits, mais j'ai des élèves qui n'ont pas réussi à faire ça, donc malheureusement, ils perdent des points. Et en général, c'est des analyses qui sont pas très compliquées une fois que vous avez compris comment ça marche. Donc il faut vraiment aller chercher ces points-là, ces points d'analyse graphique. Et vous avez aussi un truc qui est important, qui a fait suer beaucoup d'élèves l'année dernière, c'est ces constructions graphiques de vitesse ici. Il y avait notamment des exercices sur des satellites qui demandaient de faire ces constructions graphiques. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est construction graphique, construire des variations de vecteurs vitesse, construire des accélérations, etc. Il faut vraiment aller regarder la liste des questions. Il y a toutes les questions que vous devez savoir faire. Et quand je dis qu'il y a toutes les questions, vous avez les corrigés détaillés. Et j'ai pas compté les sous-questions, les amis. C'est-à-dire que là, par exemple, quand vous êtes dans une fiche, ici, vous avez la question 38, mais dedans, vous avez plein de sous-questions. D'accord, vous avez plein de sous-questions qui correspondent en fait à des diverses variations ou à des questions qui sont reliées, qui sont tombées au bac, en fait. Donc, c'est beaucoup plus dense que ça. Mais c'est hyper complet. Donc, vous avez l'assurance que si vous savez faire tout ce qui est là-dedans, bon, vous, la physique, la chimie, les maths, vous êtes au point. D'accord? Par contre, s'il y a au moins une question que vous ne savez pas faire là, bah, c'est potentiellement une question que vous aurez en contrôle que vous ne saurez pas faire, en fait. Ok, les questions, les amis, vous cliquez sur le lien en bio, vous allez avoir le lien pour prendre les questions en physique, vous allez avoir le lien pour prendre les exercices en maths. Donc en maths, vous avez une compilation de 110 exercices que vous devez savoir faire en classe de terminale, et c'est même pas que vous devez savoir faire, c'est les 110 exercices que vous devez maîtriser pour avoir 20 sur 20 au bac de maths. Ok, l'année dernière, tous les exercices qui sont tombés au bac étaient dans cette liste-là. En physique-chimie, il y avait toutes les questions et on a rajouté les questions qui sont tombées au bac 2024. Comme ça, vous avez les corrigés, c'est toujours plus sympa. Ce qui est tombé juste l'année dernière. Oui, Warren. D'accord, pour les tarifs, etc. Je vous laisse regarder et vous pouvez les prendre individuellement. C'est-à-dire que ici, en physique-chimie, vous avez 224 questions au total. Mais par exemple, si vous êtes intéressé uniquement par tout ce qui va être mécanique, par exemple, eh ben, vous, ça va être plus la fiche exercice numéro 1. La fiche exercice numéro 1, c'est celle qui va porter sur la mécanique du point, diffraction, interférence, mécanique céleste, etc. Donc, vous pouvez prendre uniquement celle-ci si vraiment c'est le chapitre qui vous pose des difficultés. Et quand vous prenez celle-ci, eh ben, vous êtes sûr que sur tous ces chapitres-là, eh ben, vous avez toutes les questions que vous devez maîtriser. D'accord ? Donc voilà, ça c'est vraiment l'un des top outils que je vous recommande d'utiliser. Prenez-le le plus tôt possible, vraiment. En plus, si vous savez faire ce qu'il y a dedans. Je vous donne un exemple. Vous voyez la fiche exercice numéro 3. La fiche exercice numéro 3 va avoir une partie qui porte sur la chimie organique. Alors, par exemple, ceux qui sont en passe, si vous aviez bossé avec cette fiche, moi j'ai donné cours à une élève en chimie organique, c'était quand? C'était samedi, ou c'était hier ou avant-hier, je sais plus, parce que c'était le matin. Non, je pense que c'était hier, tôt dans la journée.
Et en fait, 70%, on va dire, du cours qu'on a eu à faire, eh ben, c'était des notions qui étaient ici, en fait, mais qu'il fallait vraiment bien maîtriser. C'est-à-dire que ici, vous avez tout ce qui est nomenclature, qui est extrêmement bien fait dans la fiche, hein. Je vous laisse admirer ici le niveau de, voilà, le niveau de détail. Vous avez des couleurs ici, par exemple, pour faire tout ce qui est nomenclature. Enfin, vous avez un niveau de précision, c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour que si vous avez rien compris, si vous avez rien compris, oui, je vais le finir, Enzo, t'inquiète pas. Si vous avez rien compris, eh ben, en fait, là, je vous prends par la main, en fait. Même si vous avez aucun niveau, eh ben, vous allez pouvoir tout comprendre. Donc, ça vous permet non seulement de surclasser la terminale, mais en plus, quand vous allez arriver en sup, vous allez m'appeler en me disant, bah, heureusement que vraiment j'ai bossé, j'ai bossé avec les masterfiches, parce qu'en fait, ça va vous rendre hyper fort. D'accord, ça va vous rendre hyper fort parce que c'est fait dans l'esprit prépa. Forcément, bon, moi j'ai fait prépa, école d'ingé, et ça fait des années que je donne des cours. Donc forcément, voilà, en termes de raisonnement, en termes de découpage, en termes de méthodologie, j'ai vraiment mis tout mon savoir-faire. Donc là, vous voyez, je découpe par certaines résolutions en étapes, je vous mets des couleurs de sorte que, en fait, c'est hyper clair pour vous et vous allez facilement retenir, en fait. Donc là, j'ai littéralement démystifié toute la terminale pour vous, tous les protocoles. Enfin, je vous ai vraiment tout mis. Bref, je vous conseille vraiment d'y aller à fond la caisse. Voilà, vous allez remarquer qu'en fait, quand vous allez faire des contrôles des DS, bah, il y a des trucs qui vont vous paraître hyper évidents. Ok. Donc, tac, tac, tac. Donc, retour sur l'exercice de mécanique. Moi, j'ai fait quoi comme école d'ingé? Alors, j'ai plus le droit de donner mon école en live. Mon équipe me l'a interdit. Mais du coup, mon école est actuellement dans le top 5. Donc, si vous tapez top 5 des meilleures écoles d'ingénieurs en France, vous allez trouver mon école. Elle est là-dedans. Ok. Donc là, on fait de la mécanique, les amis. Après, on va faire de la chimie. Je sais que vous avez été quelques-uns à réclamer la chimie. Donc ne vous inquiétez pas. Donc pour ceux qui veulent la liste des questions que j'ai présentées et des exercices en maths, vraiment, je répète, une fois que vous avez cet outil, c'est le seul outil dont vous allez avoir besoin. Il y en a qui sont partis au bac avec uniquement ces fiches. Il leur restait une semaine, ils ont pris uniquement ces fiches, ils ont tapé des 19 sur 20 au bac. Donc vous êtes même pas au niveau de l'épreuve terminale. Vous êtes en train de préparer des petits contrôles, des petits DS. Bon, les bacs blancs, ça va devenir un petit peu plus solide, mais c'est largement suffisant. Si ça suffit pour avoir 19 sur 20 au bac, bon, vous imaginez bien que pour comprendre vos cours, pour vos contrôles, bah, il y a plus que le nécessaire, d'accord? Donc voilà, vraiment, faites pas l'impasse, prenez-les, commencez à les travailler dès maintenant, à fond la caisse. Par contre, je précise, quand vous prenez vos fiches exercices, ne vous dispersez pas. L'année dernière, j'ai des élèves qui m'ont dit... ouais, mais j'ai des fiches, est-ce que je dois encore aller faire des exercices type bac? J'ai envie de dire, en fait, vous n'avez pas compris la logique. Moi, j'ai regardé tous les sujets du bac de 2004 à 2024. Le document dans lequel je travaille, c'est la compilation, l'une des compilations dont je me suis servi pour 2024. Vous voyez, le document, il fait 200 et quelques pages. Donc ça, c'est un des documents sur les 20 que j'ai en physique-chimie que j'ai dû utiliser. D'accord? Donc moi, j'ai regardé tous les sujets de 2004 à 2024. Donc, j'ai regardé les sujets pour vous, en fait. J'ai regardé tous les exercices et j'ai tout corrigé. Moi, je suis prof, donc, en fait, je vais beaucoup plus vite que vous ne pourrez jamais aller, en fait, si vous devez faire 20 ans de sujet. Donc, en fait, j'ai extrait ce savoir-faire, je vous l'ai mis dans les fiches pour que vous puissiez vous concentrer. Donc, ça n'a aucun sens de prendre les fiches et de sortir encore, aller passer du temps à faire d'autres exercices. À la rigueur, si vous me dites que, ok, les fiches, je les ai maîtrisées par cœur, là, je peux vous envoyer la base de données 2020, la base de données 2004. Moi, je suis prof particulier, hein, quand je parle de prof particulier. Prof particulier depuis 7 ans, donc ça fait 7 ans que j'accompagne des élèves voilà, qui sont en prépa. Ça fait 7 ans que voilà, je donne des cours en sup, en spé, en terminale. Donc, ouais, je sais pas c'était quoi l'objet de ta remarque, mais voilà. Donc du coup, à la rigueur, sauf si vous avez vraiment fini, vous avez épluché tout le contenu de ces fiches-là, voilà, là, vous m'écrivez en me disant, ok, je veux que tu m'envoies la compilation bac 2011 parce que je veux m'entraîner. Mais voilà, si vous n'avez pas encore fini, voilà, ça sert à rien de sortir parce qu'il y a encore plein de choses que vous devez accumuler là-dessus. Ok. Donc, on est reparti pour l'exercice ici. Donc, on avait fait les 3 premières questions. Donc, on avait fait question 1, question 2 et question 3. Donc, 2 ici, on a dit étude du mouvement de l'homme canant après. Moi, je vise INSA Lyon ou Mines Paris-Tech. Ah, c'est très bien. Alors, j'ai une amie qui a fait INSA Lyon
C'est vrai que comme c'est sur dossier, c'est assez rare que je connaisse des personnes qui y sont allées, mais du retour que j'ai eu, alors à l'époque, hein, ça remonte un petit peu, mais c'était très bien. C'était très, très, très bien. Et j'ai un pote qui a fait l'ENAC. Mais ils vont dire, mais lui, il a des potes qui ont tout fait. Mais oui, forcément. Forcément, forcément. Non, il faut pas dire que les INSA, c'est pas ouf. Moi, j'aime, bon, du moins, les retours que j'ai eus, c'était très bien, quoi. C'était très bien. Je sais pas ce qu'il fait actuellement. On a complètement perdu contact. Non, mais faut pas le calculer. Il sait pas de quoi il parle. Il sait pas de quoi il parle. Ok, on est parti. Donc, petit 2, étude du mouvement de l'homme canon après le lancer. Donc, ici, on nous dit, hop, question 4, en appliquant la deuxième loi de Newton au système, exprimer les coordonnées du vecteur accélération du système pendant le vol. Hop, donc là, du coup, on est dans le cas d'une chute libre. Donc, alors que ce soit en lancer de projectile ou que ce soit on va dire, voilà, vous avez un mobile qui est en chute libre, enfin en chute libre verticale, hein, j'entends. Bon, grosso modo, ça va être relativement la même chose, vu que vous avez... Non, non, mais je sais pas hein, d'où il vient, franchement, il a l'air d'être tombé complètement de la lune. Et puis si c'est ça, ça sert à rien. Si c'est pour dire des trucs qui sont pas utiles, en fait, ça sert à rien, en fait. Tiens, bon, allez, ce sera plus simple. Ok, donc du coup, je disais ici, donc on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc alors, les hypothèses, je vais les redonner à l'oral. Bon, vous rappelez que les frottements sont négligés. On est dans le référentiel terrestre supposé galiléen, ce qui nous donne le droit d'appliquer la deuxième loi de Newton ici. Donc on a une seule force qui est le poids. Donc nous avons le poids ici. Tu peux effacer la question 2. Ah, tu veux que j'efface le résultat de la question 2? C'est comme tu veux, parce que là, c'est principalement pour toi, vu que tu as contrôle mardi. J'ai cru que c'était de l'aspect maths, j'ai commencé à stresser. Non, pas encore. Oui, c'est pas mal. Surtout si pour ceux qui vont refaire la mécanique, c'est pas mal. Oh oui, t'inquiète, je vais pouvoir ouvrir une nouvelle page. Ça va en général, je vais écrire en dessous ici. Donc du coup, la deuxième loi de Newton. Donc le poids qui est égal à m fois g est égal à la masse fois l'accélération. Autrement dit, ici, le vecteur accélération est égal au vecteur g après simplification des masses. Ok. Donc on nous demande ensuite les coordonnées. Donc les coordonnées du vecteur accélération. Le vecteur accélération étant égal au vecteur g, cela revient à exprimer les coordonnées du vecteur g. Le vecteur g étant vertical, cela signifie déjà que son abscisse est nulle, et comme il est orienté vers le bas, c'est-à-dire dans le sens opposé à l'axe OZ, eh ben, sa coordonnée est négative, et en valeur absolue, sa norme vaut donc g. Donc 0 moins g. En vrai, j'ai fait que des maths. Je peux suivre si je connais pas grand-chose. Oui, parce que là, du coup, pour ceux qui font des maths, là, on va faire des primitives, là. Donc, du coup, voilà, vous allez pouvoir comprendre tout ce qu'on va faire par la suite. Donc, ici, je viens de donner les coordonnées donc, de l'accélération qui sont 0 moins g. Ok. Donc, on nous demande ensuite de déduire que les équations horaires du mouvement pendant son vol sont celles-ci. Bon, ça, normalement... moi, l'année dernière, je faisais des exercices où je donnais 3 minutes aux élèves pour tartiner cette question. C'est la même, elle tombe toujours dans tous les sujets. Là, au bac 2024, c'est encore tombé, quasiment mot pour mot. Donc, faut vraiment, vous prenez 3 minutes. Moi, quand je donnais des cours particuliers, alors je pense que c'est à 3 ans que j'avais fait ça. Je mettais mon élève à côté de moi et je lui disais, ok, là, tu as 3 minutes, je mets le chrono en face et je dis, ok, il faut que tu puisses me retrouver les équations horaires.
D'accord? C'est vraiment des points gratuits à aller chercher. Donc ici, je rappelle le processus, comment ça fonctionne. Nous avons déterminé les équations de l'accélération ici. D'accord? Donc première étape, vous devez d'abord déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. OK. Pour ce faire, il faut rappeler, alors excusez-moi, j'écris pas tout ce qu'il y a entre les lignes, mais vous faites confiance à ce que je dis, il faut bien faire toutes les étapes. Donc on commence par rappeler que l'accélération est égale à la dérivée du vecteur vitesse. D'accord? Et mathématiquement, ne justifie pas, mais ça veut littéralement dire que ici, lorsque vous avez le vecteur accélération, et ben que chacune de ces coordonnées, en fait, si je prends AX, c'est égal à la dérivée de l'abscisse de la vitesse. Si je prends AY, de même, c'est la dérivée de VY sur dt. Donc, en terminale, vous ne justifiez pas, c'est admis, voilà, vous avez le droit de le dire, et même, voilà, vous prenez surtout dans l'autre sens, en fait. Donc, dans l'autre sens, ça veut dire que si je veux trouver Vx, eh ben, il faut que je fasse la primitive de Ax. Et si je veux trouver, alors c'est Vz, hein, excusez-moi, faut garder les notations de l'exercice. Donc ici, nous avons, hop, Az qui est égal à D de Vz, je dis pas de bêtises, hein, xz, voilà. Et donc, on prend plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je veux retrouver les coordonnées, il faut que je fasse les primitives, du coup, des composantes de l'accélération ici. Autrement dit, pour trouver Vx, il faut que je fasse la primitive de 0. Pour trouver Vz, il faut que je fasse la primitive de moins g. D'accord? Donc, du coup, alors, je prends les questions. Alors, pourquoi tu veux des tenseurs? Pourquoi tu veux faire peur aux élèves de terminale? Alors, les coordonnées sont quasi toujours les mêmes pour G, sauf si ton axe Z est orienté vers le bas. Si ton axe Z est orienté vers le bas comme ceci, les coordonnées, ça devient 0 plus G, puisque à ce moment-là, G est dans le même sens que ici l'axe Z, hein, si l'axe Z est orienté vers le bas. OK. Donc là, alors, je vous laisse 30 secondes pour trouver le résultat. Les coordonnées de l'accélération sont ici. Donc, j'ai rappelé que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, chacune des coordonnées, en fait, est la dérivée des coordonnées du vecteur vitesse. Donc, si je veux trouver Vx, eh ben, je dois intégrer AX. AX vaut 0, que vaut Vx? Si je veux trouver AZ, Vz, pardon, je dois intégrer AZ. AZ vaut moins G, que vaut Vz? Non, G, ça va. Ça fait 7 ans que je fais ça, donc si je devais en avoir marre, sans compter mon propre parcours scolaire. Non, ça va, c'est bien. En plus, c'est de nouveaux élèves chaque année, c'est sympa. Bon, on a toujours quelques élèves indécrottables qu'on est obligé de bloquer les lives parce qu'ils viennent toujours dire n'importe quoi, mais sinon, la plupart des élèves sont très sympas, donc ça me fait toujours plaisir de faire des lives d'explication. Ok, parfait. Donc, je vois que on y est. Donc là, A pour Vx, donc c'est une constante qu'on va nommer K1. Pour Vz, ça va donner moins Gt plus une constante qu'on va appeler K2 ici. Donc, excusez-moi, bon, je ne suis pas rigoureux dans les notations. Il faudrait que je précise la variable ici. Sinon, on va me crier dessus. Yann, tu mets pas les variables. Nanana. Ok, Vz de t, voilà. Ok. Et donc là, on va trouver... on doit maintenant aller trouver les constantes. Donc, pour trouver les constantes, il faut en fait exprimer chacune de ces coordonnées à l'instant initial. Pourquoi à l'instant initial? Eh bien, tout simplement parce que nous avons connaissance du vecteur V0 à l'instant initial. Alors ça, chaque année, ça fait 7 ans, mais ça loupe pas, hein, chaque année, il y a toujours des élèves qui ont des difficultés à trouver les coordonnées du vecteur V0. Et ça vient principalement du fait que on a parfois oublié les formules trigonométriques. Donc, je prends la peine de faire le rappel parce que franchement, une fois que vous avez compris, ça vous fera des points gratuits et vous pourrez aller rapidement. Vous devez trouver les coordonnées du vecteur V0 ici. L'appli, c'est GoodNotes. Ok, donc vous devez trouver les coordonnées de V0 ici. Donc je vous rappelle, le vecteur étant ici, pour trouver les coordonnées, eh ben, vous pouvez juste ici effectuer une projection sur
l'horizontale qui est là, donc qui en général est représentée par l'angle alpha. Et ici, vous allez donc trouver V0x. D'accord? Vous faites ensuite une projection de l'autre côté et vous allez trouver V0y. OK? Ensuite, truc qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez l'angle alpha et ici, vous avez également l'angle alpha. Pourquoi? Bon, parce que c'est des angles à côté opposés. D'accord? Donc, vous avez cette configuration-là dans une sorte de rectangle. Donc, l'angle qui est ici, c'est l'angle qui est en face. Donc, vous commencez par poser ça. OK? Oui, moi, j'ai un abonnement sur GoodNotes. Ah, merci beaucoup, merci, ça fait plaisir ton message. D'ailleurs, je sais pas si je crois que c'est Ray qu'on dit. Je t'avais posé la question, c'est Ray, je crois. Parce que souvent, j'ai tendance à dire Jay, mais je crois que c'est Ray. Comme K-H-E-Y, je pense. Et ça se trouve, je suis complètement à l'est. Mais merci, big up à toi. Ok, donc une fois que vous avez marqué vos projections comme ça, vous voyez, c'est très simple. Donc le jour où vous l'avez, vous faites exactement comme moi. Faut pas essayer de faire autre chose, d'accord? Vous faites vos projections, vous reportez votre angle. À partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez une question à vous poser, donc vous allez travailler d'abord dans ce triangle qui est ici. Et dans ce triangle, vous avez donc l'angle qui est là, qui vaut alpha. Vous avez ce côté qui est connu. Alors ce côté qui est ici, c'est l'hypoténuse qui vaut V0. Sa longueur, c'est V0. D'accord? Et donc, vous cherchez ce côté ici. Donc, la question que vous vous posez, c'est ce côté ici, par rapport à l'angle alpha, est-ce le côté adjacent ou le côté opposé? Alors, comme son nom l'indique, le côté opposé, c'est celui qui est opposé à l'angle. Donc, c'est celui qui est en face ici. Donc, lui, c'est le côté opposé, et donc l'autre, c'est le côté adjacent. Le côté le plus grand ici, c'est l'hypoténuse. Ok? Faut être au point. Ça, il faut jamais vous embrouiller. D'ailleurs, j'espère que je ne me suis pas embrouillé. Donc, c'est l'hypoténuse. Ok? Faut être au point. Ça, il faut jamais vous embrouiller. D'ailleurs, j'espère que je ne me suis pas embrouillé. Donc, ok? Faut être au point. Ça, il faut jamais vous embrouiller. D'ailleurs, j'espère que je ne me suis pas embrouillé. Donc, côté oui, excusez-moi. Alors, c'est mon téléphone qui est déchargé. Donc, vous m'accorderez juste un instant que je puisse le brancher. Ah tiens, je vais le brancher à la tablette, ce sera plus pratique. Un momento, por favor. Bon, normalement, c'est bon. C'est bon, vous devez normalement m'entendre. Alors, on va recentrer la caméra. On est parti. Donc, je dis... C'est bon, vous devez normalement m'entendre. Alors, on va recentrer la caméra. On est parti. Donc, je disais... Bon, excusez-moi, vu que j'ai branché à la tablette, il m'a demandé « Faites-vous confiance à cet appareil ?» Donc ça fait bugger live, donc je suis obligé de cliquer sur « Non, désolé ». Ok, donc du coup, le SOHCAHTOA, ici, on est parti. Donc, le S, c'est pour sinus. Le O, c'est pour opposé. Le H, c'est pour hypoténuse. Le C, ici, c'est pour cosinus. Le A, c'est pour adjacent. Le H, ici, c'est hypoténuse. Le T, c'est pour tangente. Le O, c'est pour opposé. Le A, c'est pour adjacent. Ah, merci beaucoup pour les cœurs de flamme. Ça fait plaisir. Ok les amis.
Donc du coup là, honnêtement, retenez ça, ça en vaut la peine. Moi, depuis des années, je réfléchis même plus, hein. Chaque fois que je veux faire, je me dis, ok, Sokato, comme ça, je suis sûr moi-même dans un jour de fatigue de pas m'embrouiller. D'accord? Donc votre but, c'est tout simplement d'identifier quel est le côté que vous cherchez. Donc ici, on cherche ce côté, l'angle alpha étant ici. Ça, c'est le côté opposé, donc nous recherchons le côté adjacent. Qu'est-ce qu'on a en notre possession? Alors, c'est toujours V0 qui est connu, d'accord? Puisque vous avez la valeur ici de... Check. V0, où es-tu? Alors, je regarde, normalement, on doit avoir... Bah, elle est là. Pardon, donc on a évité ce V0 qui est ici. Et donc V0, c'est la longueur de ce vecteur, c'est la norme de ce vecteur. Ok? Ah, merci beaucoup. En vrai, t'expliques bien. Merci beaucoup. Et du coup, les amis, donc V0 qu'on a ici, c'est donc la norme de ce vecteur. Donc c'est ça qui est toujours connu en fait, ok? Et c'est ce côté qu'on cherche dans un premier temps. Donc là, je suis en train de chercher ce côté qui est le côté adjacent. J'ai V0 qui est l'hypoténuse. Donc ça veut dire que je suis en possession du côté adjacent plus l'hypoténuse. Donc j'ai A et H. Donc ici, ça correspond à ce truc-là. J'ai A et H. Donc, je dois utiliser le cosinus. D'accord? C'est clair pour tout le monde. Franchement, chaque année, j'ai un nombre incalculable d'élèves qui galèrent. Donc, si vraiment, voilà, c'est pas clair, n'hésitez pas à me dire, non, c'était pas clair. Comme ça, je peux la refaire. Ah, merci Elshai. C'est ça exactement. Donc, ici, ça veut dire qu'on va avoir cosinus alpha, d'accord, qui est égal, donc là je réfléchis même pas, c'est le côté adjacent c'est V0x, l'hypoténuse c'est toujours V0, d'accord? Donc du coup ça fait que V0x n'est autre que V0 cos alpha, donc votre but derrière c'est de tirer V0x, donc V0x et V0 cosinus alpha, pardon, V0 cosinus alpha, ok? Et ensuite, donc, si vous n'avez pas encore l'habitude, replacez-vous maintenant dans ce triangle. D'accord? Soit vous vous replacez dans ce triangle, soit vous remarquez que V0Y tel qu'on l'a projeté ici, eh ben, ça correspond exactement à ce côté ici, puisqu'on est en présence d'un rectangle. Étant donné que je fais des projections orthogonales, donc là, vous conviendrez avec moi que j'ai un rectangle. Si j'ai un rectangle, par définition, les côtés sont 2 à 2, parallèles et égaux. Donc V0Y ici, bah, c'est exactement le même qui est ici. D'accord? Donc si je suis ma logique, tout à l'heure, ça c'était le côté adjacent, bah, donc maintenant je cherche le côté opposé. Et si je cherche le côté opposé, j'ai en ma possession l'hypoténuse, donc côté opposé, hypoténuse, oh, me voici, donc j'ai opposé sur hypoténuse, donc cette fois-ci, ça va être le sinus. D'accord? Et donc ici, vous avez OH, vous avez S qui vaut sinus, ici. Donc si vous refaites la même chose, eh ben, vous avez sinus alpha égale côté opposé divisé par hypoténuse. Ok? Donc, le côté opposé, c'est V0, Y. L'hypoténuse, c'est V0. Donc, on va retrouver une expression assez similaire, à la seule différence que là, ce sera sinus alpha est égal V0Y divisé par V0. Ok? Donc, en tirant V0Y, on va se retrouver avec V0Y qui est égal à V0 sinus alpha. Ok les amis? Alors Keeper, c'est pas bien de pleurer. T'as pas pu prendre tes fiches l'année dernière, c'est ça? Tu viens pleurer sur mon live? C'est hyper drôle ça. Hein, je dois avoir un gamin de 17 ans qui, je sais pas, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il s'est dit, ah tiens, je vais venir sur le live. Tiens, t'es bloqué. Ok les amis, donc on continue. Donc là, on a V0Y, disais-je, qui est égal à V0 sinus alpha. Ok? Donc comme ça, on a retrouvé les coordonnées du vecteur
V0, et c'est quasiment toujours la même chose. Là, vous voyez, on est en train de traiter un sujet du bac 2024. D'accord? Jour 1, c'est Métropole 1. Donc, vous avez des dizaines d'exercices comme ça qui tombent au bac chaque année. Donc, c'est grosso modo la même chose qu'on demande de reproduire. Donc, il faut vraiment savoir le faire. Donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce qu'on cherchait, donc, permettez juste que je reproduise ici les coordonnées qu'on a trouvées. Donc, on a trouvé V0x qui correspond à l'abscisse, donc c'est la première coordonnée. Et vous avez V0y qui correspond à l'ordonnée, c'est la seconde coordonnée. V0, pardon, d'ailleurs, vous m'excuserez, hein, c'est V0z, enfin, c'est Z la notation. L'axe s'appelle Z. Bon, souvent il appelle Y. Bon, non. La plupart du temps, il appelle Z plutôt. Ok, donc ici, il faut juste mettre le... Oula, ça ne fonctionne plus. Ok. V0 Z. Voilà. Désolé. Donc maintenant, ici, pourquoi vous devez faire ça? Vous devez faire ça parce que pour déterminer les constantes qui sont ici, le vecteur qui est ici en vert, si vous voulez, c'est V de t. D'accord? C'est le vecteur V de t. Donc ici, ce sont les coordonnées de... Oula. Oui, alors cet exo, vous pouvez grosso modo le traiter que si vous avez fait le chapitre cette année. Sinon, vous aurez du mal. Donc ici, en vert, tel que j'ai mis ici, ça c'est V de t. Autrement dit, si vous voulez, en fait, là, vous avez les coordonnées de V de t qui valent K1 et moins G de t plus K2. D'accord? Donc, le vecteur en orange, c'est quoi? Le vecteur en orange, c'est littéralement le vecteur V de t, V0, exprimé à l'instant t égale 0. D'accord? Donc, ces coordonnées, si je remplace dans l'expression en vert, ces coordonnées sont K1, et je remplace t par 0, donc ça donne moins G fois 0 plus K2. OK? Donc, vous conviendrez avec moi que ce vecteur qui est ici, c'est le même qui est là. Autrement dit, les coordonnées qui sont ici, c'est les mêmes, en fait. D'accord? Donc ça, c'est juste l'explication en termes de vecteurs, parce que souvent, les élèves, mentalement, ils ont du mal à comprendre pourquoi est-ce que, pour trouver les coordonnées initiales, je suis obligé de trouver V0. C'est parce qu'en fait, V0, c'est V à t égale 0. Donc en fait, V0, si je l'exprime d'une part, et si je l'exprime d'autre part en utilisant l'expression de V de t, à t égale 0, directement, ça me permet de trouver les composantes qui sont ici. Effectivement, Minot-Giers, ce qui correspond à faire un petit système. D'accord, les amis? Donc, ça veut dire que là, on peut en déduire que K1 est égal à V0 cosinus alpha et que K2 est égal à V0 sinus alpha. OK? Donc voilà, ensuite, plus qu'à remplacer ici dans la partie en vert l'expression de K1 qu'on vient de déterminer, remplacer l'expression de K2 qu'on vient de déterminer pour retrouver l'expression finale de la vitesse. Donc une fois de plus, je ne rédige pas, je suis en train de traiter en diagonale. Évidemment, il faut bien rédiger toutes les étapes que je donne à l'oral. D'accord? C'est que si je me mets à rédiger, on n'est pas sorti de l'auberge. Plus V0 sinus alpha. Donc, maintenant qu'on a fait ça pour le vecteur V de t, on va refaire la même chose pour trouver le vecteur OM de t. Le vecteur OM de t qui s'appelle le vecteur position. Donc ici, je vous rappelle juste sur un petit schéma, vous êtes dans votre repère XZ, vous avez ici O, vous avez ici, hop, votre trajectoire qui est comme ceci, par exemple, la trajectoire, par définition, c'est l'ensemble des positions occupées par le système successivement ou successivement occupées par le système au cours du mouvement. Et la trajectoire, donc on nous dit ici, on nous a clairement dit que le système était représenté par un point matériel. Et en fait, quand on représente le système par un point matériel, en général, on le note M. Traditionnellement, on le note M. Donc la position à un instant t, elle est traduite par le point M de coordonnées x de t, z de t. Ici, d'accord? Et à ce niveau-là, on a le vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire,
qui se nomme V de t. Ok, x de t, c'est quoi? C'est tout simplement la projection ici de l'abscisse, et z de t, eh ben, c'est la projection ici sur l'axe des ordonnées. Ok, et donc, du coup, ce qui va se passer ici, c'est que le point M, donc un point M de la trajectoire, est représenté donc par sa position, x de t, z de t, et par le vecteur vitesse v de t. Et donc, les coordonnées du point M, on peut également les retraduire par le vecteur qui est juste ici, qu'on note vecteur OM. Donc le vecteur OM ici, de t, il a pour abscisse x de t et pour ordonnée z de t. Et il est tel que, par définition, la vitesse en ce même point est égale à la dérivée du vecteur OM de t sur dt. C'est vrai, ça fait bizarre de faire des plans en 2D. Même moi, ça fait bizarre de jongler. Le matin, je donne cours, on est en train de faire que des trucs dans l'espace en physique. Je reviens le soir en live, je dois faire de la 2D. Du coup, je suis en mode, il manque une coordonnée. Bon, ça va, allez, si tu fais de la SI, tu devrais retrouver des coupes en plan, donc ça devrait te consoler un peu. Ok les amis, donc voilà, là je vous refais un peu les rappels de cours, ok? Mais lorsque vous allez rédiger, vous commencez directement par là, vous commencez directement par dire V de t égale D de OM de t sur dt. Là je viens d'expliquer ce que c'est que ce OM de t et pourquoi subitement on a des X de t, des Z de t qui apparaissent. Donc maintenant vous avez très bien suivi la logique de ce qu'on a fait pour l'accélération et pour... Ok, donc en fait c'est encore lui. Accordez-moi un instant. Ok, donc du coup, ici, on va refaire exactement la même logique, c'est-à-dire que si le vecteur vitesse est égal à la dérivée de OM de t, eh ben, ça veut dire que chacune des coordonnées, donc Vx de t et Vz de t, est égale donc à la dérivée des coordonnées correspondant de OM de t. Or, OM de t est de coordonnées x de t, z de t. Donc ici, Vx de t, c'est dx de t sur dt. Et ici, c'est dz de t sur dt. Et donc, dans l'autre sens, exactement comme tout à l'heure, eh ben, si je veux trouver x de t, eh ben, il va me falloir primitiver ici Vx de t. Et si je veux trouver z de t, eh ben, il va me falloir primitiver Vz de t. Et je vous rappelle donc juste ici, alors je vais mettre en bleu, les coordonnées que nous avions trouvées pour le vecteur v de t, alias Vx de t, qui valait V0 cosinus alpha, et Vz de t, qui valait moins gt, plus V0 sinus alpha. D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez primitiver Vx de t pour trouver x de t, et primitiver Vz de t pour trouver z de t. Jusqu'à quand est le live? C'est une bonne question. Alors, je pense que je vais finir cet exo et puis je vais encore prendre quelques questions. Donc, je pense qu'on aura fini dans 20 minutes. Primitiver, alors ça veut littéralement dire déterminer la primitive, mais c'est un peu comme intégrer. D'accord? Donc primitiver, je donne un exemple. Lorsque tu as une fonction f de x qui vaut x, ici tu peux calculer la dérivée f' de x qui vaut 1. Donc on dit que f' de x est la dérivée de f de x. Et dans l'autre sens, on dit que f de x est la primitive de f' de x. D'accord? C'est l'opération inverse de la dérivation, la primitivation. Alors en sup, je ne fais pas toutes les matières. Alors les matières scientifiques, tout ce qui est maths, physique, élec, chimie, etc., je les fais. Mais par exemple, si vous venez me voir et que vous avez besoin de cours de... c'est quoi que j'ai vu ce matin? J'ai vu des cours de biologie en passe. Non, ça, je pense que j'ai un niveau... j'ai quelques bases, parce que, bon, forcément, en tant qu'ingé, etc.,
j'ai quelques connaissances, on va dire, sur tous les sujets, mais vraiment pour vous donner cours en biologie, non, non, ça, je sais pas faire. Et des trucs très, très spécifiques, hein, comme quoi, qu'est-ce que j'ai vu? Bon, tout ce qui est littéraire, non, comptez pas sur moi là-dessus. Bon, bref, pour faire simple, si vous avez un truc qui touche aux maths, la physique, la chimie, de l'informatique, ça, il n'y a pas de souci, hein. Tout ce qui est SI, oui. Tout ce qui va être SI, tout ce qui va être élec, tout ce qui va être physique, oui. Après, ça dépend de quoi vous avez besoin exactement. Quand c'est comme ça, vous faites-moi un message en me disant, ok, j'ai tel truc, tel chapitre. Si possible, voilà, vous m'envoyez quelques notes, comme ça, voilà. En fonction de vos besoins, je peux vous caser. Alors pour la sup et l'aspect, ça me demande un petit peu plus de travail, forcément, c'est pas de la terminale. Donc en général, voilà, faut que je puisse re-regarder la notion, regarder un peu le cours, et je dois préparer le cours en fait. C'est tellement vaste. Des fois, j'ai des élèves qui viennent me voir pour faire de l'optique. Des fois, j'ai des élèves qui viennent me voir pour la chimie orga. Des fois, j'ai des élèves qui viennent me voir pour du Python. Et c'est tellement vaste, quoi. Donc, si c'est des trucs génériques, par exemple, en maths, bon, en maths, en général, ça passe, mais en physique, il y a tellement de trucs. Donc, quand c'est comme ça, faites-moi juste un inbox. C'est quoi la primitive de UV? Alors, il n'y a pas de primitive de UV dans la mesure où UV, c'est le produit de deux fonctions. Et de façon générique, on ne peut pas donner la primitive générale de deux fonctions sans avoir d'informations là-dessus. Donc faites attention ici, dans notre cas, la variable, c'est t. Donc sinus alpha ici n'est pas une fonction, mais c'est une constante. D'accord? Puisque le alpha ici, il a une valeur. En l'occurrence, il vaut 45 degrés, vous avez dit. Hein. Je crois qu'il vaut 45 degrés. Ok? Oui, ça, il n'y a pas de souci. En physique, Mecha et Elec, il n'y a pas de souci. Elec, j'ai donné un cours de sup il n'y a pas longtemps là-dessus. Sur toute la partie Elec. Hein. C'était sur tout ce qui... Alors déjà, tout ce qui était résistance, mise en série, mise en parallèle. Après, qu'est-ce que j'avais vu avec mon élève? On avait vu tout ce qui était filtre, fonction de transfert, notation complexe, impédance complexe. Donc tout ça, je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Hein. Vraiment tout le programme d'ELEC, puissance, facteur de puissance, ça, il n'y a aucun souci. Mécanique, oui, je suis encore actuellement de donner un cours dessus. De la mécanique plutôt orientée SI, mais oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, donc c'est Constant Minaugière. Donc ici, guys, donc vous avez une constante V0 cos alpha, donc c'est comme si vous aviez 2. Si vous avez 2, la primitive de 2, c'est 2t plus une constante. Donc là, la primitive de ce truc, c'est ce truc fois t plus une constante. Autrement dit, V0, t, cos alpha, donc vous me permettez juste de mettre le t avant le cos alpha, plus une constante qu'on va appeler K2. En dessous, il faudra se méfier un petit peu, puisqu'on a deux termes, on a moins gt, et on a V0 sinus alpha. Alors pour V0 sinus alpha, c'est réglé, c'est exactement ce qu'on vient de faire, plus une constante qu'on va appeler K3, et pour moins gt, donc là, faudra la connaître, hein, donc la primitive de AT, ici, c'est AT au carré sur 2, plus une constante. D'accord? Donc la primitive de moins gt, bon, je vous donne un exemple, la primitive de 2t, bah, c'est donc 2 fois t carré sur 2. Autrement dit, c'est t carré. Ok? Donc la primitive ici, bah, c'est moins 1 demi de gt carré. Ah ok, circuit en dérivation avec bobine ou condo. Ouais, mon élève aussi avait bien galéré. avait bien galéré. Tu fais déjà avec des impédances? Bah oui, enfin j'imagine que tu fais déjà avec des impédances complexes. Oui, n'hésite pas, hein, tu me fais un message, il n'y a pas de souci, je pourrais t'accompagner là-dessus. Mais je trouve que c'est pas évident. Hein. L'élec, c'est très calculatoire. L'élec dans le supérieur.
faut vraiment être accroché en calcul, hein. Il y a des calculs dans tous les sens, surtout quand on passe en impédance complexe. Et moi, c'est bien. Moi qui aime beaucoup les maths, j'aimais beaucoup le challenge. On faisait des concours de vitesse avec un de mes potes quand on était en prépa. À chaque fois qu'on avait des TD délec, vous commencez les impédances complexes. Ok. Ok les amis, donc voilà, on a trouvé x de t et z de t. Donc ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est comme tout à l'heure, il faut trouver les composantes, les constantes ici K2 et K3. Donc là, c'est exactement le même principe, hein. Il faut bien comprendre, hein, c'est que là, on vient de trouver les coordonnées de OM de t, qui sont x de t et z de t. D'accord? Et donc maintenant, ce qu'on fait pour trouver K2 et K3, on va sur les composantes de OM0. OM0, du coup, hein, qui correspond entre guillemets, hein, vous m'excuserez cette égalité qui veut un peu rien dire, mais c'est OM à t égale 0. D'accord? Et donc ça correspond aux coordonnées initiales du système. Donc ça correspond en fait aux coordonnées du point G0, ici. D'accord? Donc c'est OG0. OM0 est égal à OG0, puisque initialement, le système est au point G0. Donc les coordonnées sont 0H. D'accord? 0H, puisque cette hauteur vaut H. Donc ici, en dessous, on a 0H. D'accord? Et si on calcule OM à t égale 0 avec ces expressions qu'on a là, pour l'abscisse à t égale 0, donc tout ça, ça va donner 0. On va se retrouver avec K2. Et pour l'ordonnée à t égale 0, tout ça, ça va donner 0. On va se retrouver avec K3. D'accord? Ça marche, il n'y a pas de souci. Très bien pour la résa du cours. Et si tu as la moindre question, tu m'écris en inbox. Il n'y a pas de souci. Et donc là, on en déduit aisément que K2 vaut 0 et que K3 vaut H. D'accord? H, je ne sais pas combien il vaut, mais il vaut 8 mètres, du coup. Ok, vous avez H qui vaut donc 8 mètres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'explication en termes... Enfin, c'est vraiment la logique du truc. Parce que souvent, quand j'arrive ici et que je dis aux élèves, ok, donc on va déterminer les coordonnées initiales, on va déterminer OM0. Ou quand je dis aux élèves, bon, maintenant on va trouver X0, Y0. Parfois, ils ne comprennent pas en fait. Donc c'est pourquoi je vous fais l'analogie. Ce qu'on trouve, c'est les coordonnées de OM de T, du coup. Et donc, si je veux trouver les constantes, je vais trouver les coordonnées à t égale 0, ce qui correspond aux coordonnées de OM0. Donc je les trouve sur la figure et je les exprime d'après l'équation. Comme ça, ça me permet de rester avec K2 et K3. Ok, guys? Donc voilà, ensuite, quand on remplace ici, donc ça vaut 0, K3 vaut également 0, on retrouve bien l'expression qui était demandée dans l'exercice. Ah oui, c'est vrai que j'avais enlevé les cours particuliers pour le sup, parce qu'effectivement, le sup, comme il peut y avoir plein de choses, je ne pouvais pas mettre 15 matières. Mais du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux réserver pour la terminale, et puis tu me laisses un commentaire. Tu sais, tu as une section commentaires, là-dedans, tu me décris en fait ton truc. Sinon, tu me fais un message inbox pour qu'on planifie la session. Comme tu veux, les deux possibilités. Soit tu réserves sur le site et puis tu laisses un commentaire en disant « Ok, je veux bosser ça, ça, ça et ça ». Soit tu me fais un message au préalable, mais voilà. On a déjà discuté, donc je sais déjà ce sur quoi tu veux travailler. Donc il n'y a pas de souci. Ok les amis, donc on nous dit ensuite ici, donc au niveau du 6, donner la valeur de la coordonnée z de t lorsque le système entre en contact avec le filet de protection. Donc on nous demande ici de donner l'ordonnée lorsque le système entre en contact avec le filet de protection. Autrement dit, on nous demande de donner en fait cette distance qui est ici, cette coordonnée qui est ici. D'accord? Donc, lorsque le système entre en contact avec le filet de protection, ces coordonnées sont ici et là, en fait. Donc, c'est petit h. Donc, z de t, lorsque le système entre en contact, à l'instant qu'on peut appeler ts, d'accord, c'est 8 mètres, en fait. OK? Donc là, c'est juste vraiment venir se placer sur le graphe et se dire, OK, que vaut l'ordonnée ici? Donc, l'ordonnée, c'est la distance entre l'axe des abscisses, la distance algébrique entre l'axe des abscisses et le point.
Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En déduire la valeur de la durée TV du vol, puis celle de la longueur de la portée. Ok, donc en fait ici, on sait que ça vaut 8 mètres. Lorsque on est... Alors, hop. Donc pour la question 7, pour la durée du vol, donc ici en fait, il suffit de dire que ça vaut 8 lorsqu'on se trouve à l'instant TV, d'accord, qui est euh, la durée du vol. Donc l'instant où on touche le filet de réception. D'accord? Et on sait qu'à cet instant-là, on est à une ordonnée z de t égale 8 mètres. Donc il faut ensuite résoudre cette équation du second degré. Vous résolvez cette équation, vous allez trouver deux valeurs. En général, on trouve une valeur de t positive et une valeur de t négative. Vous retenez la valeur positive. Ok. Une fois que vous avez trouvé t de v, bah, plus qu'à remplacer ici. Vous faites le calcul, vous allez trouver la portée x de t. Ok, et puis ici, il fallait comparer donc la longueur de la portée que vous trouviez avec les 56,64 mètres. Ok. Alors, j'ai pas fait l'exo avant, donc je sais pas ce que vous deviez trouver, mais après, bon, vous comparez x de v avec cette valeur. Ok. Donc, tout ce qu'on vient de faire là, les amis, c'est ridiculement classique, d'accord? C'est vraiment d'un classicisme absolu, ok? Donc, tout ça, évidemment, dans la liste des 224 questions pour avoir 20 sur 20, vous allez les retrouver trait pour trait. Et je vais vous montrer même un truc qui est génial, c'est que regardez ici, ça revient tellement que j'ai pris le temps, regardez ici, de vous mettre carrément une résolution d'équation à l'intérieur des masterfiches. Ok, voilà, je vous ai mis pour pas que vous ayez à le faire à la main. Donc ici, moi j'avais une équation à résoudre. Donc je vous ai montré en fait comment résoudre à la main. D'accord? Donc je vous rappelle en fait, hein, vraiment, ok, ça revient tellement tout le temps. Ok, je vous rappelle, vous calculez le discriminant ici. Comment le faire à la main? Ok, voilà les solutions. Vous avez en général une solution négative, puis vous avez une solution positive. Ensuite, la portée nécessairement positive, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis je vous montre comment faire tout ça à la calculatrice. Donc comment vous allez faire pour saisir votre équation à la calculatrice, comment vous regardez les résultats, etc. Bon bref, quand je vous dis que vraiment il y a toutes les questions qu'on peut vous poser, ça, là on était le jour du bac. Mais regardez dans les fiches, enfin celui qui avait bossé ça vraiment surclassait en fait surclassait les épreuves. Et cette année, ça va encore être la même chose. Vos contrôles, ça va être la même chose. Le bac, ça va être la même chose. Donc franchement, quand je vous dis que les Masterfish, c'est hyper puissant, ça là, si vous êtes entraîné au Masterfish, vraiment en 25 minutes, vous avez plié l'exo. Hein. Vous avez plié l'exo alors qu'il valait combien de points? Je sais pas, 5 points. Il y avait 8 questions, donc je pense même peut-être que ça valait un petit peu plus. C'était 5 points, d'accord? 5 points, là, question pour question, jusqu'au moins de résolution. Alors, ces questions-là, n'en parlons même pas. Hein, pour ceux qui ont encore du mal avec ça, vous allez avoir mais tout le détail des équations horaires. Et en plus, vous pouvez les apercevoir ici. Hein. Les apercevoir ici. Tout ce que je vous ai expliqué là, je prends vraiment le temps de vous réexpliquer ça dans les masterfiches et c'est encore beaucoup plus coloré. C'est-à-dire que voilà, je vous explique, ok, V0X c'est ça, V0Y c'est ça, je vous mets ici, ok, en fait quand c'est comme ça, le côté opposé c'est ce truc-là, le côté adjacent c'est ce truc-là, vraiment la portée c'est ce truc-là, ok, c'est lorsqu'on arrive ici. Bref, ça c'est un exemple. Ensuite, je vous mets l'exemple par exemple de ici. Si vous avez une chute comme ça, eh ben, je vous fais l'étude complète avec les mêmes questions. Si vous avez une vitesse initiale, si vous n'avez pas de vitesse initiale, c'est où? Voilà, si vous n'avez pas de vitesse initiale. Donc, je vous ai vraiment fait toutes les études possibles. Donc là, je suis en train de montrer sur la mécanique, mais c'est pareil partout en fait. D'accord? C'est vraiment pareil partout. Donc, faut vraiment pas hésiter. Foncez sur le lien en bio, les amis, si vous voulez devenir monstrueux en maths et en physique-chimie, en ciblant vraiment vos efforts. Si vous voulez pas vous disperser, vous voulez avoir un outil où vous êtes sûr que si vous le bossez, si vous le maîtrisez à fond, et bah, vous allez juste en fait avoir un niveau incroyable. Franchement, filez sur le lien en bio. Prenez vos masterfiches. Et si vous voulez prendre vos cours particuliers aussi, là, il y a... D'ailleurs, j'ai pas ton prénom. J'ai CLMT. Du coup, c'est quoi ton prénom? C'est Clément, c'est ça? Suspense. Est-ce que c'est Clément? Ah, ok. Donc là, par exemple, il y a Clément qui vient de réserver son cours pour samedi. Donc là, du coup, je vais préparer son cours dans la semaine pour samedi, cours de sup avec Clément. Ce sera alors tu me dis de la physique, donc on fera de l'élec de sup ensemble. Donc vous aussi, vous pouvez réserver vos cours particuliers, que vous soyez en terminale. Alors j'ai laissé la possibilité au lycée aussi, même si je vous vois pas beaucoup les lycéens sur le live, mais je vous ai laissé la possibilité que vous soyez au lycée en sup ou en spé, vous pouvez réserver vos cours particuliers. D'accord? Réservez vos cours, réservez vos sessions, prenez de l'avance, ok?
En plus, voilà, si vous me laissez, là par exemple, Clément a pris son cours samedi, donc là j'ai vraiment le temps de discuter avec lui avant le cours pour vraiment recenser ses besoins et lui donner un cours plus qualitatif. Oui, pour les champs également, les amis. Électrostatique, gravitationnel, force de Lorentz, etc. Y a pas de souci, il y a pas de souci. Pour la sup, ce que j'expliquais, c'est que la sup c'est tellement dense, normalement vous pouvez pas réserver en ligne parce que en fait sinon je mets quoi? Parce il y a de l'élec, il y a des élèves qui font des cours d'optique, etc. Donc je peux pas mettre tous les chapitres. Pour la terminale ça va. Enfin maths, quel que soit ce que vous faites en maths, bon ça fait des années que je le fais, mais en sup voilà, je préfère discuter avec vous avant, voilà pour savoir exactement de quoi vous avez besoin. Comme ça, après, on gère en off là-dessus. Ok. Mais si vous avez déjà discuté avec moi sur la sup, vous pouvez réserver. Voilà. Donc actuellement, je disais, donc j'ai 3 élèves en sup, donc là, ça fait 4. Bientôt, je vais bloquer les créneaux pour la sup. Ou alors, je bloque les créneaux pour la terminale. Vous préférez quoi? Parce que là, les sup, ils sont motivés. Actuellement, j'en ai 4 en sup. J'ai 2 élèves en terminale. Donc ça va, c'est des cours ponctuels, donc ça va. J'ai déjà 2 élèves qui veulent des cours toute l'année. Bientôt les créneaux ils vont être restreints là, les amis. Bon voilà, mais je vais essayer de prendre tout le monde, même si c'est que ponctuellement que je peux vous prendre. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Donc voilà les amis. Alors, tu vas prendre la masse de... Ah ok, attends, tu veux dire quoi par la masse de cours? Faut pas que t'arrêtes. Ah ok, d'accord. Non, c'est bon, je suis là pour toute l'année scolaire, il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Ah, vas-y, hein, vas-y. Là, j'ai des élèves que j'ai en sup, ils veulent plus me lâcher, là. En fait, j'ai un élève, il était même là sur le live, je pense, avant-hier, vu qu'hier, on n'était pas en live. En fait, on a fait cours avec lui tout l'été pour préparer la sup. Donc, en gros, on faisait du programme de sup. On a fait de l'optique, on a fait de l'élec, on a fait de la mécanique, actuellement, on fait de la SI. Et là, maintenant, c'est bon. Il veut me garder toute l'année, mais moi, ça me fait hyper plaisir. En plus, ça me rappelle des souvenirs. Donc, n'hésitez pas. Bon, les terminales, là, franchement, je suis en train de créer des affinités avec les sup. Donc, bientôt, je vais vous abandonner. Je vais rebaptiser le compte en OptiSubsp. Ok, les gars. Bon, mais du coup, je vais vous laisser aller vous reposer. Faut pas me suivre, hein. Moi, je bosse tout le temps. C'est l'esprit prépa. Merci beaucoup, Clément. Ça fait plaisir. Bon, tu vas voir, moi, en cours particulier, je ris tout le temps, hein. Tu verras ma tête, je suis tout le temps en train de rigoler. Ok les amis, bon voilà, si vous avez des questions comme d'hab, vous savez comment ça marche, vous me faites un inbox, vous me faites un mail. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Sinon, nous, on se retrouve ici. Demain, c'est quand? Demain, c'est mardi. Mardi, les amis. Donc, je serai là un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, je devais commencer plus tôt. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai pas pu. Mais demain, on sera connecté ici à partir de 19h30. Comme d'habitude, je mettrai l'invite. Hein, vous verrez l'invite sur mon compte TikTok. Et je pense qu'on refera comme la dernière fois, vu qu'on va commencer plus tôt. C'est-à-dire que venez tous, quel que soit ce que vous voulez bosser, maths, physique, quel que soit le niveau. En fait, j'attribuerai des exercices comme on avait fait la dernière fois en fonction de ce que vous voulez bosser. Et le premier qui a fini, met un commentaire, je corrige au fur et à mesure. En fait, comme ça, je fais bosser tout le monde. D'accord? On fera aussi des formats comme ça où je corrige un exercice donné, mais je pense que demain, on fera le format... comment je vais l'appeler, le format brainstorming. Bon, je vais lui trouver un nom. On va trouver un nom à ce concept-là, mais c'était plutôt bien. D'accord? Ok les amis, donc voilà, plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et puis on se dit à demain 19h30. Salut tout le monde. Pas de souci El Shai, salut Clément, salut tout le monde, à demain.